En entrant dans le bureau de sa nouvelle assistante, le millionnaire est resté paralysé en voyant la photo dans un cadre noir sur son bureau. La même photo de son amour de jeunesse, disparu depuis 25 ans. Le réveil sonna à 5h30. Comme tous les matins depuis 3 ans, Léa Valin éteignit l'alarme d'un geste précis, sans cette hésitation qui trahit ceux qui rêvent encore de grasses matinées. À 25 ans, elle avait depuis longtemps oublié ce luxe. Son studio de 18 mètres carrés dans le 15e arrondissement sentait encore le café de la veille. Sur la table de chevet, 3 objets formaient son trésor personnel. Une photographie au bord jauni d'une femme aux yeux clairs, souriant avec tendresse, un collier à pendentif en forme de cœur, au métal terni, et une enveloppe cachetée dont l'encre avait pâli avec les années. « Ma petite étoile », murmurait-elle en effleurant la photo, répétant les mots que sa tante Solène lui disait enfant. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Aujourd'hui, elle commençait chez Dubois Holding, la plus prestigieuse société de participation française, après des années de petits boulots, serveuse, vendeuse, assistante administrative dans des cabinets d'avocats miteux. Elle avait enfin décroché le poste dont elle rêvait. Assistante de direction, sa licence d'administration obtenue en cours du soir et son acharnement à veine payée, l'ironie ne lui échappait pas, c'était grâce à l'Initiative nationale pour l'emploi, un programme gouvernemental promu directement par Dubois Holdings, qu'elle avait obtenu cette chance, donner leur chance aux jeunes talents issus de milieux défavorisés, proclamait fièrement la brochure qu'elle avait relue 100 fois. Dans le métro bondé de la ligne 9, Léa serrait son attaché-case d'occasion contre elle. À l'intérieur, ses quelques diplômes côtoyaient le CV qu'elle connaissait par cœur. Chaque ligne racontait sa détermination. Baccalauréat obtenu en candidate libre à 18 ans. Licence d'administration, mention bien, Université Paris-Dauphine. INI, expérience en gestion administrative et relations clientèle. Elle n'avait jamais mentionné qu'elle avait commencé à travailler à 14 ans dans l'atelier de couture de Madame Chen, ou qu'elle avait étudié avec une lampe de poche sous ses draps pour ne pas réveiller sa tante. L'immeuble de verre et d'acier de Dubois Holding se dressait avenue Montaigne comme un défi à sa modestie. Léa leva les yeux vers les 30 étages qui s'élevaient vers le ciel parisien. « Papa, si tu pouvais me voir maintenant », pensa-t-elle en touchant machinalement le collier sous sa veste. Elle n'avait jamais connu son père. Sa mère, Sophie, était morte quand elle avait 3 ans, laissant derrière elle cette mystérieuse enveloppe que Solène lui avait remise à ses 18 ans. Elle m'a fait promettre de te la donner quand tu serais assez grande pour comprendre. Lui avait expliqué sa tante, les yeux brillants de larmes contenues, à l'intérieur, quelques mots griffonnés d'une écriture élégante. Ma chérie, ton père est un homme puissant qui ne pourrait jamais te connaître, mais tu es son plus beau cadeau au monde. Un jour, peut-être, tu comprendras. Ces phrases énigmatiques avaient hanté Léa durant des années. Le hall de réception lui coupa le souffle, du marbre italien, des œuvres d'art contemporain et une fontaine centrale qui murmurait doucement, une blonde impeccable. La quarantaine élégante l'accueillit avec un sourire commercial. « Mademoiselle Valin, je suis Céline, l'assistante de Monsieur Dubois. Il vous attend dans son bureau. » L'ascenseur glissait silencieusement vers le 30e étage. Léa regardait les chiffres défiler en respirant profondément. Elle avait lu tout ce qu'elle avait pu trouver sur Étienne Dubois. 48 ans, diplômé d'HEC et de Sciences Po, héritier d'un empire industriel qu'il avait modernisé et diversifié. Les journaux économiques le décrivaient comme brillant mais mystérieux, élégant mais distant, célibataire endurci. Il était régulièrement photographié aux côtés de femmes sophistiquées qu'il ne présentait jamais officiellement. « Monsieur Dubois va vous recevoir », annonça Céline en ouvrant une double porte en acajou. Le bureau était un royaume de cuir et de livres anciens, dominé par une baie vitrée offrant une vue imprenable sur Paris. Derrière un bureau empire, un homme se leva lentement. Léa sentit son souffle se bloquer. Étienne Dubois était plus impressionnant encore qu'en photo. Grand, les cheveux poivre et sel parfaitement coiffés. Il portait un costume anthracite qui semblait avoir été taillé sur mesure par les meilleurs artisans italiens. Mais ce qui la troubla le plus, ce furent ses yeux, d'un bleu-gris profond. Il portait une mélancolie qui contrastait avec son sourire poli. « Mademoiselle Valin » dit-il d'une voix grave en contournant son bureau. « J'ai lu votre dossier avec beaucoup d'intérêt. » Il lui tendit la main, quand leurs paumes se touchèrent. Étienne se figea imperceptiblement. Léa remarqua ce bref trouble.
mais l'attribua à sa propre nervosité. « Merci de me donner cette opportunité, monsieur Dubois. Je ne vous décevrai pas. Asseyez-vous, je vous prie. » Étienne retourna derrière son bureau, mais son regard ne quittait pas le visage de Léa. Quelque chose en elle lui semblait familier. La courbe de sa mâchoire, la façon dont elle penchait légèrement la tête quand elle réfléchissait, cette grâce naturelle qui transparaissait malgré sa nervosité évidente. « Parlez-moi de vous, mademoiselle Valin, au-delà de ce CV remarquable. » Léa se redressa, puisant dans cette détermination qu'il avait toujours portée. « J'ai grandi à Bordeaux avec ma tante Solène. Ma mère est décédée quand j'étais petite. » Sa voix ne trembla pas. Malgré l'émotion qui l'étreignait toujours quand elle évoquait Sophie, j'ai appris très tôt que rien ne nous est donné. Tout se mérite. J'ai travaillé dur pour obtenir mes diplômes, et je sais que cette opportunité chez Dubois Holding représente bien plus qu'un simple emploi. C'est la chance de prouver ce dont je suis capable. Étienne hocha lentement la tête, cette fierté tranquille, cette élégance naturelle malgré des moyens visiblement modestes. Comment pouvait-elle lui rappeler à ce point ? Vos références sont excellentes. Votre ancien employeur, Maître Dupont, vous décrit comme exceptionnellement rigoureuse et intuitive. Ce sont des qualités précieuses dans notre secteur. J'aime comprendre les enjeux, anticiper les besoins. Un détail négligé peut compromettre tout un projet. Exactement. Un sourire presque chaleureux éclaira brièvement le visage d'Étienne. Vous commencerez lundi. Céline vous expliquera vos missions et vous fera visiter nos locaux, mais permettez-moi d'être direct. Je suis exigeant. Je n'accepte ni l'à peu près ni les excuses. En revanche, je sais reconnaître et récompenser l'excellence. C'est exactement ce que j'espérais entendre. Monsieur, quand Léa se leva pour partir, Étienne l'observa avec une intensité troublante. Sa démarche, sa façon de tenir sa tête haute malgré l'intimidation évidente, un frisson parcourut son échine. 25 ans, elle avait 25 ans. Après le départ de Léa, Étienne resta immobile devant sa baie vitrée, regardant sans voir les toits parisiens, cette ressemblance troublante, cette date de naissance. Non, c'était impossible. Il se faisait des idées, mais quand il ferma les yeux, il revoyait le sourire de Sophie Valin, cette étudiante en littérature qu'il avait aimée comme un fou 26 ans auparavant, et qui avait disparu de sa vie du jour au lendemain en ne laissant qu'une lettre de rupture froide et inexpliquée. Sophie Valin. Et maintenant, cette Léa Valin, qui portait les mêmes yeux clairs et la même grâce mystérieuse, le destin venait peut-être de frapper à sa porte. 26 ans plus tôt, Sophie Valin dévalait les escaliers de la Sorbonne, ses longs cheveux châtains voltigeant derrière elle. Ses livres de littérature comparés serrés contre sa poitrine, elle courait vers le café de Flore, où l'attendait Étienne Dubois depuis 1 heure. « Pardon, pardon », s'exclamait-elle en se faufilant entre les tables bondées. J'ai eu un cours qui n'en finissait pas sur Baudelaire. Étienne leva les yeux de son journal financier, et son irritation s'évanouit instantanément. À 22 ans, Sophie rayonnait d'une joie de vivre qui contrastait avec l'univers feutré dans lequel il avait grandi. Étudiante boursière passionnée de poésie, elle venait d'un petit village de Dordogne et découvrait Paris avec l'émerveillement d'une enfant. « Tu es en retard », dit-il en feignant la sévérité, mais ses yeux pétillaient d'amusement. « Et toi, tu portes encore un de ces costumes qui coûtent plus cher que mon loyer annuel », répliqua-t-elle en s'asseyant face à lui. On est quitte. C'était exactement ce qui l'avait séduit chez elle dès leur première rencontre à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Sophie ne se laissait jamais impressionner par son nom, sa fortune ou ses relations. Pour elle, il était simplement Étienne, l'étudiant d'AEC qui lisait Nerval dans ses moments perdus et la faisait rire avec ses imitations cruelles de leur professeur. « Ma mère organise un dîner samedi », annonça-t-il en jouant nerveusement avec sa cuillère. « J'aimerais que tu viennes. » Le visage de Sophie se figea. Depuis 6 mois qu'ils se fréquentaient, elle avait soigneusement évité toute rencontre avec la famille Dubois, Colette Dubois, la redoutable matriarche indirectement évoquée dans Chops. « Étienne, tu sais bien que je ne suis pas faite pour ce monde-là. Sophie, arrête. Tu vaux 10 fois toutes ces pains-bêches qui gravitent autour de ma mère. Tu es intelligente, cultivée, authentique. Je suis pauvre, Étienne. » Sa voix était douce mais ferme. « Et ta mère ne me le pardonnera jamais ?» Étienne prit sa main par-dessus la table. « Je me fiche de ce que pense ma mère. C'est toi que j'aime. » Présent dans son bureau silencieux, Étienne ferma les yeux en revoyant cette scène,
comme il avait été naïf, il croyait sincèrement que l'amour suffirait à vaincre les préjugés de classe. Sophie avait fini par accepter ce fameux dîner. Et ce fut le début de la fin. Il se souvenait encore du regard glacial de Colette Dubois quand elle avait découvert les origines modestes de Sophie. Des remarques acides sur son charmant accent du Périgord, des questions perfides sur les ambitions de la jeune fille, des allusions blessantes à la différence de milieu, Sophie avait tenu bon ce soir-là, la tête haute, répondant aux attaques avec une dignité qui avait encore renforcé l'amour d'Étienne. Mais les semaines suivantes, Colette avait orchestré une véritable campagne de harcèlement psychologique. Quelques semaines plus tard, 26 ans plus tôt, maman, ça suffit. Étienne avait fait irruption dans le salon de l'hôtel particulier des Dubois avenue Foch, où sa mère prenait le thé avec ses amis du 16e arrondissement. « Étienne, tu oublies les bonnes manières », répliqua froidement Colette en congédiant ses invités d'un geste. « Vous oubliez l'humanité. Ce que vous faites à Sophie est indigne. » Colette Dubois se leva avec cette majesté théâtrale qui lui était propre. À 50 ans, elle incarnait parfaitement l'aristocratie bourgeoise française, élégante, cultivée et impitoyable quand il s'agissait de préserver ce qu'elle appelait l'honneur familial. « Cette fille n'est pas pour toi, Étienne. Elle vient d'un autre monde. » Quel autre monde? Celui du mérite, du travail, de l'authenticité, celui de la pauvreté et des ambitions déplacées. Crois-tu vraiment qu'elle t'aime pour tes beaux yeux? Mais Sophie ne s'intéresse pas à notre argent. Tous les pauvres s'intéressent à l'argent, mon fils. C'est dans leur nature. Le mépris suintait de chaque mot. Cette petite provinciale rêve de devenir Madame Dubois. Réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. Je l'épouserai, que vous le vouliez ou non. Le sourire de Colette se fit plus froid encore. Nous verrons bien. 3 semaines plus tard, Sophie attendait Étienne dans leur café habituel. Mais cette fois, ses yeux brillaient d'une joie particulière. Elle tripotait nerveusement l'enveloppe qu'elle avait reçue le matin même, les résultats de ses examens médicaux. « Mon amour, j'ai quelque chose d'extraordinaire à t'annoncer. » Étienne la rejoignit, le visage sombre. Il venait de subir une nouvelle scène avec sa mère, plus violente que les précédentes. « Sophie, il faut qu'on parle, ma mère. Elle menace de me déshériter si je ne romps pas avec toi. » Le sourire de Sophie s'effaça lentement. « Et qu'est-ce que tu as décidé? Je m'en fiche de son argent. On partira loin d'ici, on recommencera ailleurs. » Sophie baissa les yeux vers l'enveloppe qu'elle tenait toujours. Les mots qu'elle s'apprêtait à prononcer moururent dans sa gorge. Comment annoncer une grossesse à un homme qui venait d'être menacé de déshéritage à cause d'elle? « Étienne, peut-être que ta mère a raison. Nous venons vraiment de mondes différents. Qu'est-ce que tu dis? » J'ai beaucoup réfléchi. Notre histoire n'a pas d'avenir. Tu finiras par me reprocher ce que tu auras perdu pour moi. Étienne la fixa avec incrédulité. « Sophie, tu ne penses pas un mot de ce que tu dis. » « Si. » Sa voix était ferme malgré les larmes qui commençaient à perler. « Je préfère partir maintenant plutôt que de nous détruire tous les deux. » Elle se leva brusquement, laissant l'enveloppe médicale sur la table sans qu'Étienne la remarque. « Sophie, attends. » Mais elle courait déjà vers la sortie, le laissant seul avec son incompréhension et sa douleur. Le lendemain, Étienne tambourinait à la porte du petit studio que Sophie louait dans le 5e arrondissement. « Sophie, ouvre-moi, je sais que tu es là. » La concierge, Madame Leblanc, sortit de sa loge. « Monsieur Dubois, Mademoiselle Valin est partie ce matin très tôt avec ses valises. Elle m'a remis les clés et 3 mois de loyer d'avance. Elle ne m'a pas dit où elle allait. » Étienne resta interdit. Sophie avait vraiment disparu. Il passa les semaines suivantes à la chercher comme un fou. Il interrogea ses amis de la Sorbonne, contacta l'administration de l'université, fouilla tous les cafés du quartier latin. Personne ne savait où elle était partie. Présent dans son bureau, Étienne ouvrit le tiroir secret de son bureau, d'où il sortit une photographie jaunie, Sophie à 22 ans, riant aux éclats dans les jardins du Luxembourg. Il l'avait prise un dimanche de printemps, quelques semaines avant leur rupture. C'était le seul souvenir qui lui restait d'elle. Pendant des années, il avait tenté de la retrouver, il avait engagé des détectives privés, épluché les registres d'état civil, contacté toutes les universités de France. Sophie Valin semblait avoir disparu de la surface de la Terre. Il s'était finalement résigné, mais n'avait jamais réussi à l'oublier. Toutes les femmes qu'il avait rencontrées depuis étaient inconsciemment comparées à elle. Aucune n'avait cette spontanéité, cette capacité à voir la beauté dans les choses simples, cette façon de le faire rire de lui-même. Et maintenant,
Cette Léa Valin, même nom de famille, même élégance naturelle, même détermination farouche, et surtout, ses yeux, exactement les mêmes yeux clairs que Sophie. Étienne contempla une nouvelle fois la photographie. 25 ans. Léa avait 25 ans, ce qui correspondait exactement à... Non, c'était impossible. Sophie lui aurait dit si elle avait été enceinte. Elle n'aurait jamais gardé un secret pareil. Mais alors, comment expliquer cette ressemblance troublante? Et pourquoi, en regardant Léa, avait-il eu l'impression de revoir Sophie au même âge? Il rangea soigneusement la photographie et ferma le tiroir. Demain, Léa commencerait officiellement chez Dubois Holdings. Il pourrait l'observer, lui poser quelques questions discrètes sur sa famille. Peut-être que ses soupçons étaient infondés. Peut-être que cette ressemblance n'était qu'une coïncidence cruelle. Ou peut-être que le destin lui offrait enfin une seconde chance de réparer les erreurs du passé. Dans tous les cas, il devait savoir la vérité. Léa contemplait son reflet dans le miroir de l'ascenseur. Sa première semaine chez Dubois Holdings touchait à sa fin, et elle commençait enfin à se sentir à sa place dans cet univers de luxe et de pouvoir. Son tailleur marine, acheté dans une boutique de seconde main mais impeccablement repassé, lui donnait une allure professionnelle qui ne déparaît pas parmi les cadres supérieurs. Les portes s'ouvrirent sur le 30e étage, révélant l'agitation habituelle du vendredi matin. Céline l'accueillit avec un sourire complice. « Monsieur Dubois vous demande dans son bureau. Il a reçu les dossiers Martineau que vous avez préparés hier. » Léa sentit une pointe de fierté. Ces dossiers lui avaient pris la moitié de la nuit, mais elle y avait intégré une analyse comparative que personne ne lui avait demandée. Étienne Dubois appréciait visiblement l'initiative. En frappant à la porte de son bureau, elle ne put s'empêcher de repenser à leur première rencontre. Depuis, leurs interactions professionnelles s'étaient multipliées, et elle avait remarqué quelque chose d'étrange dans le comportement de son patron. Il l'observait parfois avec une intensité troublante, comme s'il cherchait à déchiffrer un mystère. « Entrez, mademoiselle Valin. » Étienne était debout devant sa bibliothèque, tenant un dossier qu'elle reconnut immédiatement, à côté, sur son bureau. Elle aperçut plusieurs documents éparpillés. « Votre travail sur le dossier Martineau est remarquable. Cette analyse des risques géopolitiques, d'où vous vient cette expertise? J'ai lu beaucoup d'ouvrages d'économie pendant mes études, et puis... » Elle hésita, puis décida d'être honnête. « J'ai grandi en apprenant qu'il fallait toujours prévoir plusieurs coups d'avance. Quand on n'a pas de filet de sécurité, on développe naturellement cette vigilance. » Étienne hocha lentement, mais son regard s'était posé sur les documents qui traînaient sur son bureau. Léa suivit son regard et se figea. Parmi les papiers, elle distinguait clairement un acte de naissance, le sien, Monsieur Dubois. Sa voix était tendue. « Puis-je vous demander pourquoi vous avez mes papiers personnels sur votre bureau ?» Étienne réalisa sa bévue. Dans sa hâte matinale, il avait oublié de ranger les documents que lui avait transmis le service des ressources humaines. Il s'était plongé dans l'étude minutieuse du dossier de Léa, cherchant des indices, des connexions. « C'est une vérification de routine pour votre période d'essai, rien d'inhabituel. » Mais Léa n'était pas dupe. Elle s'approcha légèrement et reconnut d'autres documents, des copies de ses diplômes, de ses anciennes fiches de paie, et même, était-ce possible, une photocopie de sa carte d'identité avec sa date de naissance bien visible. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, ces documents ne devraient plus être nécessaires. J'ai signé mon contrat il y a une semaine. » L'embarras d'Étienne était palpable. Comment expliquer qu'il avait passé la nuit à calculer et recalculer? Léa était née le 15 septembre 1999, exactement 9 mois et 12 jours après la disparition de Sophie, survenue le 3 décembre 1998. « Vous avez raison, excusez-moi. » Il rassembla rapidement les papiers. « J'ai parfois tendance à être méticuleux. » Un silence gêné s'installa. Léa sentait qu'il y avait autre chose. Quelque chose qu'elle ne comprenait pas dans l'attitude de cet homme. Pourquoi s'intéresser à ce point à son histoire personnelle? « Si c'est tout, monsieur. J'ai le rapport Henderson à finaliser pour cet après-midi. » « Bien sûr, allez-y. » Une fois seule dans le couloir, Léa ne put chasser un sentiment de malaise. L'attention particulière qu'Étienne Dubois lui portait dépassait le cadre professionnel normal. Était-ce simplement de la bienveillance envers une employée prometteuse? Ou y avait-il autre chose? Le même jour, 14h30, Mathis Carrel ajustait sa cravate en soie devant les portes vitrées de Dubois Holding. À 28 ans, il incarnait parfaitement le jeune entrepreneur parisien. Costume sur mesure, montre suisse.
Sourire charmeur et regard perçant, personne ne pouvait deviner que derrière cette façade impeccable se cachait une soif de vengeance qui le rongeait depuis l'enfance. Il se souvenait encore du jour où son père, Gérard Carrel, était rentré à la maison les traits défaits. Une lettre de licenciement à la main. Mathis avait 8 ans, comptable chez Dubois Holdings depuis 15 ans. Gérard avait été accusé de malversation par Colette Dubois en personne, des irrégularités dans les comptes, avait-elle déclaré froidement lors d'une réunion d'urgence. Monsieur Carrel sera poursuivi pour détournement de fonds. Gérard avait tenté de se défendre, de prouver son innocence. Mais les preuves avaient été fabriquées avec un soin méticuleux. Colette Dubois voulait un bouc émissaire pour dissimuler ses propres manœuvres fiscales douteuses. Et Gérard, fils d'ouvrier parvenu à force de travail, était le candidat idéal. La famille Carrel avait tout perdu, leur maison, leurs économies, leur réputation. Gérard n'avait jamais retrouvé de travail dans la finance. Il était mort 10 ans plus tard. Rongé par l'amertume et l'injustice, Mathis avait grandi avec une seule obsession, faire payer les Dubois. Il avait étudié brillamment, créé sa propre société de conseil, accumulé les relations et la fortune, et maintenant, il était prêt à frapper. Son plan était d'une simplicité diabolique. Séduire une employée proche d'Étienne Dubois, obtenir des informations confidentielles, puis orchestrer un scandale qui détruirait la réputation de l'entreprise. En étudiant l'organigramme, il avait remarqué cette nouvelle assistante. Léa Valin, jeune, ambitieuse, visiblement issue d'un milieu modeste, parfaite pour ses besoins, Monsieur Carrel. La réceptionniste l'accueillit avec un sourire professionnel. « Monsieur Dubois vous attend ?» Dans l'ascenseur, Mathis vérifia une dernière fois son dossier de présentation. Officiellement, il venait proposer un partenariat pour l'expansion de Dubois Holdings en Europe de l'Est. En réalité, il venait reconnaître le terrain. La réunion avec Étienne se déroula parfaitement. Mathis déploya tout son charisme, présentant des projections financières alléchantes et des stratégies d'implantation séduisantes. Étienne, encore troublé par sa découverte concernant Léa, ne remarqua pas les regards calculateurs de son interlocuteur. « Votre proposition est intéressante, Monsieur Carrel. Je vais faire étudier votre dossier par mon équipe. » « Parfait. En attendant, puis-je vous inviter à dîner demain soir ? J'aimerais vous présenter quelques contacts que j'ai développés à Prague et Budapest. » Étienne hésita. Il avait d'autres préoccupations en tête, mais l'offre était professionnellement tentante. « Pourquoi pas ? Mais permettez-moi d'emmener mon assistante. Mademoiselle Valin est très au fait de nos projets d'expansion. » Le cœur de Mathis s'emballa, mais il conserva un visage impassible. « Excellente idée. Plus nous serons nombreux, plus l'échange sera riche. » Le lendemain soir, restaurant Le Grand Véfour, Léa n'en revenait pas de se retrouver dans l'un des restaurants les plus prestigieux de Paris. Le Grand Véfour, avec ses dorures et ses lustres de cristal, semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Elle avait choisi sa plus belle robe, une petite noire simple mais élégante, qu'elle avait dénichée aux puces. Mathis était arrivé en avance et l'attendait au bar. Quand il la vit entrer, il sentit son plan prendre une tournure inattendue. Léa était plus belle encore qu'il ne l'avait imaginé. Sa grâce naturelle, son sourire timide, la façon dont elle observait ce décor somptueux avec un émerveillement non dissimulé, tout en elle respirait l'authenticité. Mademoiselle Valin, Mathis Carrel, enchanté. Il lui baisa la main avec une galanterie qui la fit rougir légèrement. « Monsieur Carrel, Monsieur Dubois ne devrait pas tarder. J'espère qu'il ne vous arrivera pas de retard trop souvent. Ce serait dommage de laisser une si charmante jeune femme attendre. » Léa sourit, flattée malgré elle. Mathis était exactement le type d'homme qu'elle admirait. Élégant, cultivé, ambitieux, mais avec cette chaleur dans le regard qui manquait parfois à Étienne Dubois. Quand Étienne les rejoignit, il remarqua immédiatement l'aisance avec laquelle Mathis et Léa conversaient. Une pointe de jalousie inexplicable le serra. Pourquoi se préoccupait-il de voir Léa rire aux éclats avec cet homme qu'il connaissait à peine? Le dîner se déroula dans une ambiance détendue. Mathis se révéla un conteur captivant, racontant ses aventures d'entrepreneur avec un humour qui séduisait visiblement Léa. Étienne, lui, restait sur ses gardes. Quelque chose chez ce Carrel l'agaçait, sans qu'il puisse identifier quoi exactement. « Mademoiselle Valin, puis-je vous raccompagner ?» demanda Mathis à la fin du repas. « J'ai ma voiture. » Léa hésita et regarda Étienne, qui hocha froidement la tête. « C'est très aimable à vous, Monsieur Carrel. » Dans la Mercedes de Mathis,
Tandis qu'il roulait vers le 15e arrondissement, Léa se sentait transportée dans un autre monde. Pour la première fois depuis longtemps, un homme s'intéressait à elle sans arrière-pensée professionnelle apparente. « J'aimerais beaucoup vous revoir », dit Mathis en la déposant devant son immeuble. « En dehors du cadre professionnel, si vous me le permettez. » Léa sentit son cœur s'accélérer. « Avec plaisir. » En montant chez elle, elle ne remarqua pas que Mathis restait garé un long moment. Observant son immeuble avec une satisfaction froide, la première étape de son plan venait de réussir au-delà de ses espérances. Il ne s'attendait simplement pas à ce que Léa lui plaise autant. Ce détail imprévu risquait de compliquer les choses. Dans son bureau aux premières lueurs de l'aube, Étienne contemplait la carte de visite que lui avait remise son avocat la veille. Philippe Moreau, enquête privée, discrétion garantie. Les mots dansaient devant ses yeux fatigués. Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Hanté par les coïncidences troublantes qui s'accumulaient autour de Léa, le téléphone sonna 3 fois, avant qu'une voix grave ne réponde. Moreau à l'appareil. « Monsieur Moreau, Étienne Dubois, Maître Fontaine m'a donné vos coordonnées. J'aurais besoin de vos services pour une enquête. Délicate. Je vous écoute. » Étienne hésita. Franchir cette ligne reviendrait à admettre que ses soupçons dépassaient la simple curiosité professionnelle. « Il s'agit d'une de mes employées, Léa Valin, 25 ans. J'aimerais en savoir plus sur son passé, sa famille. Discrètement. Des soupçons particuliers. C'est personnel. » Un silence, puis « Mes honoraires sont de 500 € par jour. Plus les frais. Comptez une semaine pour une enquête approfondie. » Parfait. Quand pouvez-vous commencer ? Dès aujourd'hui, envoyez-moi son dossier complet. Après avoir raccroché, Étienne se laissa aller contre son fauteuil. Que faisait-il ? Il espionnait une employée sur la base d'un pressentiment. Si Léa l'apprenait, elle le haïrait à vie. Mais il devait savoir. Cette ressemblance avec Sophie ne pouvait pas être fortuite. 2 heures plus tard. « Bonjour, monsieur Dubois. » Léa entrait dans le bureau avec un sourire radieux qui illuminait son visage. « J'ai finalisé les contrats Anderson et préparé votre planning pour la semaine prochaine. » Étienne leva les yeux de son écran. Léa portait un chemisier crème qui mettait en valeur l'éclat de ses yeux, et ses cheveux étaient relevés en un chignon décontracté qui révélait la courbe gracieuse de sa nuque, cette façon qu'elle avait de pencher légèrement la tête quand elle parlait. Exactement comme Sophie. « Merci. Comment s'est passé votre retour hier soir ? » « Très bien. » Une rougeur légère colora ses joues. Monsieur Carrel s'est montré très prévenant. Étienne sentit une pointe d'agacement. « J'espère qu'il ne vous a pas importuné. » « Mec, pas du tout. » Léa parut surprise par sa remarque. « Pourquoi dites-vous cela ? Simple précaution, dans notre milieu, tous les hommes ne sont pas désintéressés. » Léa fronça les sourcils. Depuis quand son patron se préoccupait-il de sa vie privée ? « Monsieur Dubois, puis-je vous poser une question ? Je vous en prie. Depuis mon arrivée, j'ai l'impression que vous m'observez d'une façon particulière. Ai-je fait quelque chose qui vous déplaît ? » Étienne se troubla. Léa était plus perspicace qu'il ne l'avait cru. « Absolument pas. Votre travail est irréprochable. C'est juste que... » Il chercha ses mots. « Vous me rappelez quelqu'un que j'ai connu autrefois. Quelqu'un d'important. Très important. » Sa voix s'était faite plus douce. « Quelqu'un que j'ai perdu. » Léa sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Pour la première fois, elle voyait Étienne Dubois non plus comme le PDG intimidant, mais comme un homme vulnérable portant une blessure ancienne. « Je suis désolée. Ne le soyez pas. Ce n'est pas votre faute si vous lui ressemblez. » Un silence chargé d'émotions s'installa entre eux. Léa avait envie de poser 1000 questions, mais n'osa pas. Étienne, lui, luttait contre l'envie de tout lui révéler. Le téléphone les interrompit. Céline annonçait l'arrivée de clients importants. « Nous reprendrons cette conversation plus tard », dit Étienne en retrouvant son masque professionnel. Bordeaux, même jour, 15 heures, Philippe Moreau garait sa Peugeot devant un petit immeuble en briques rouges de la rue Sainte-Catherine. L'enquête sur Léa Valin l'avait menée jusqu'à Bordeaux, dans le quartier modeste où elle avait grandi. Madame Lebrun, la concierge octogénaire, l'accueillit avec méfiance. « Qu'est-ce que vous lui voulez à notre Léa ? C'est une gentille petite, elle. » « Rien de grave, madame. Je travaille pour une compagnie d'assurance. Mademoiselle Valin a demandé une police vie importante. C'est la procédure habituelle. » La vieille femme se détendit légèrement. « Ah bon, eh bien, vous pouvez y aller. C'est une travailleuse, celle-là. Sa pauvre maman serait fière. » Sa maman, Sophie Valin,
morte quand la petite avait 3 ans. Cancer foudroyant, une vraie tragédie, Moreau nota soigneusement. Et son père, jamais connu. Sophie ne parlait jamais de lui. Elle disait juste qu'il était parti avant la naissance de Léa. Léa a été élevée par qui alors? Sa tante Solène. Solène Valin, la sœur de Sophie. Une sainte femme. Elle a tout sacrifié pour cette gamine. Moreau obtint l'adresse de Solène et se rendit dans un quartier encore plus modeste. Il trouva une femme de 60 ans, aux traits fatigués mais aux yeux bienveillants. Occupée à arroser les géraniums de son petit balcon, « Madame Valin, Philippe Moreau, compagnie d'assurance. C'est au sujet de votre nièce Léa. » Solène se figea, et Moreau remarqua immédiatement son trouble. « Léa, qu'est-ce qu'elle a fait? Rien de mal. Rassurez-vous, simple vérification administrative. Puis-je entrer ?» Dans le petit salon encombré de souvenirs, Moreau observa les photos qui ornèrent les murs, Léa enfant, adolescente, le jour de son bac, et surtout, une grande photo d'une jeune femme aux traits fins et aux yeux clairs. « C'est votre sœur Sophie ?» »« Oui. » La voix de Solène s'était durcie. « Pourquoi toutes ces questions? J'aimerais en savoir plus sur le père de Léa, pour les antécédents médicaux familiaux. » Solène se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre, lui tournant le dos. « Il n'y a rien à dire. Sophie ne voulait pas parler de lui. Mais vous savez qui c'est, n'est-ce pas ?» Un long silence. Puis Solène se retourna, les larmes aux yeux. « Monsieur, ma nièce a 25 ans. Elle a grandi sans père. Dans la pauvreté, en se battant pour tout, aujourd'hui, elle a enfin trouvé sa voie. Pourquoi remuer le passé? Parce que parfois, le passé nous rattrape malgré nous. » Solène le fixa intensément. « Qui vous envoie vraiment ?» Moreau hésita, puis décida de jouer carte sur table. Étienne Dubois. Le visage de Solène devint livide. Elle s'effondra dans son fauteuil. « Mon Dieu, après toutes ces années, vous le connaissiez. Sophie m'avait parlé de lui, un étudiant qu'elle avait rencontré à Paris. Riche, beau, d'une grande famille, elle en était folle amoureuse. Que s'est-il passé? Sa famille n'a pas voulu d'elle. Ils ont trouvé le moyen de la chasser. Sophie était enceinte quand elle est revenue ici. Elle était dévastée. Elle ne lui a jamais dit pour le bébé. Non, elle était trop fière et trop blessée. Moreau sentait qu'il approchait du cœur du mystère. Sophie a laissé quelque chose pour sa fille. Des lettres, des souvenirs. Solène hésita longuement, puis se dirigea vers une vieille armoire. Elle en sortit une boîte en carton qu'elle posa sur la table avec des gestes tremblants. Il y a des lettres que Sophie écrivait mais n'envoyait jamais. Et autre chose. Elle ouvrit la boîte. À l'intérieur, des dizaines de lettres manuscrites, quelques photos et une enveloppe scellée portant l'inscription. Pour Léa, quand elle sera prête à connaître la vérité. Cette enveloppe, Sophie me l'a confiée avant de mourir. Elle m'a fait promettre de la donner à Léa seulement si son père la cherchait un jour. Moreau photographiait discrètement les documents avec son téléphone portable. Et vous n'avez jamais été tenté de l'ouvrir? Si, 1000 fois. Mais j'ai promis. Solène referma soigneusement la boîte. Qu'est-ce qu'il veut, ce Dubois? Pourquoi maintenant? Je crois qu'il ne sait même pas qu'il cherche sa fille. Mais le destin a voulu qu'elle vienne travailler pour lui. Léa ne sait rien. Rien du tout. Solène se tut un long moment, perdue dans ses pensées. Cette petite a assez souffert. Si cet homme veut la connaître, il faudra qu'il prouve qu'il en est digne. Paris, même soir de retour dans son bureau, Moreau rédigeait son rapport pour Étienne Dubois. Les preuves s'accumulaient, date de naissance concordante, ressemblance physique avec Sophie, et surtout ce témoignage de Solène qui confirmait la liaison entre Sophie Valin et un étudiant de bonne famille parisienne, restait la question cruciale. Comment révéler ces découvertes à Léa sans détruire la relation naissante entre le père et la fille? Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Mathis Carrel dînait en tête-à-tête avec Léa dans un petit bistrot du Marais. Il déployait tout son charme, racontant des anecdotes amusantes sur ses voyages d'affaires, posant des questions habiles sur son travail chez Dubois Holdings. « Étienne Dubois a l'air de beaucoup vous apprécier », glissa-t-il entre 2 verres de vin. « J'espère bien », rit Léa. « J'ai tellement travaillé pour avoir ce poste. Il vous confie des dossiers importants. Quelques-uns, mais rien de confidentiel. » « Bien sûr », Mathis sourit intérieurement. Il avait tout son temps. La confiance se gagnait petit à petit. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à cet instant précis,
Étienne Dubois recevait un rapport qui allait tout changer. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le rapport de Moreau, et Étienne n'arrivait plus à se concentrer sur son travail. Chaque matin, quand Léa entrait dans son bureau avec son sourire lumineux, il devait faire un effort surhumain pour ne pas la serrer dans ses bras et lui crier la vérité. Sa fille. Léa était sa fille. Mais comment aborder un sujet si délicat? Comment expliquer 25 ans d'absence involontaire? Et surtout, comment justifier le fait qu'il enquêtait sur elle depuis des semaines? Ce matin-là, une idée lui vint. Les archives personnelles de sa mère. Colette Dubois avait toujours été maniaque de l'organisation, conservant méthodiquement tous les documents familiaux dans le coffre-fort de l'hôtel particulier avenue Foch. Si elle avait orchestré l'éviction de Sophie, il devait forcément rester des traces. « Mademoiselle Valin ?» appela-t-il par l'interphone. « Pourriez-vous annuler mes rendez-vous de l'après-midi? J'ai une affaire personnelle urgente à régler. »« Bien sûr, monsieur Dubois, tout va bien. » Cette sollicitude dans sa voix. Étienne ferma les yeux. Oui, tout allait aller bien. Enfin, avenue Foch, 14h30. L'hôtel particulier des Dubois n'avait pas changé depuis la mort de Colette. 3 ans plus tôt, Étienne avait conservé la propriété par sentimentalisme, mais n'y venait jamais. Trop de souvenirs douloureux hantaient ses murs. Marguerite, l'ancienne gouvernante, l'accueillit avec surprise. « Monsieur Étienne, quelle joie de vous revoir. »« Bonjour Marguerite, j'ai besoin d'accéder aux archives de ma mère, dans son bureau. » Le visage de la vieille femme se crispa légèrement. « Les archives, monsieur. Madame Colette m'avait bien recommandé de... »« Marguerite, ma mère est morte. Ces documents m'appartiennent désormais. » Elle hocha tristement la tête et l'accompagna jusqu'au bureau de Colette, une pièce lambrissée de chêne, où régnait encore le parfum Chanel numéro 5 de la défunte. Le coffre-fort se trouvait derrière un faux tableau représentant un paysage de Normandie. Étienne composa la date de naissance de son père, le seul code que Colette avait jamais utilisé pour quoi que ce soit. À l'intérieur, des liasses de documents soigneusement classés par année. Étienne chercha fébrilement 1998-1999, la période de sa rupture avec Sophie. Ses mains tremblaient quand il trouva enfin une chemise marquée « Affaire Valin, Affaire Valin ». Sa mère avait donc bel et bien orchestré quelque chose. Le premier document lui coupa le souffle. Une lettre de Sophie adressée à Étienne, datée du 5 décembre 1998, soit 2 jours après leur rupture au café. L'enveloppe portait le cachet de la poste, mais elle n'avait jamais été livrée, mon amour. Je sais que tu ne comprendras pas ma fuite d'hier. Comment pourrais-tu comprendre que je pars par amour pour toi? Ta mère a raison. Je ne suis pas de ton monde, mais ce qu'elle ignore, c'est que je porte en moi un morceau de toi. Je suis enceinte, Étienne. Enceinte de notre amour. J'ai appris la nouvelle hier matin. Juste avant notre rendez-vous, j'avais prévu de te l'annoncer, de te dire que nous allions être une famille. Mais quand tu m'as parlé des menaces de ta mère, j'ai compris que cet enfant ne serait qu'un fardeau de plus. Je préfère élever notre bébé dans la pauvreté, mais dans l'amour. Plutôt que de vous voir tous les deux pris au piège d'un mariage que ta famille ne cessera jamais de te reprocher, ne me cherche pas. C'est mieux ainsi. Je t'aimerai toujours. Sophie Étienne s'effondra dans le fauteuil de sa mère, la lettre serrée contre son cœur. Sophie était enceinte. Elle lui avait écrit, et Colette avait intercepté cette lettre, avec des gestes mécaniques. Il continua à fouiller le dossier, d'autres lettres de Sophie, toutes interceptées, des reçus de paiement à des agences de détectives privées chargées de la surveiller, et plus troublant encore, des reçus de versement à un certain docteur Morel, gynécologue à Bordeaux. Une note manuscrite de Colette l'éclaira sur le rôle de ce médecin. Docteur Morel confirme grossesse SV, lui est proposé 50 000 francs pour convaincre patiente d'avorter. Refuse, continue en surveillance. Étienne sentit la nausée le gagner. Sa mère avait tenté de faire avorter Sophie en soudoyant son médecin. Un autre document attira son attention, une copie de certificat de décès, Sophie Valin, décédée le 15 mars 2002 au centre hospitalier de Bordeaux. Cause du décès, cancer du sein généralisé, une annotation de Colette en marge, problème réglé, la fille est élevée par la tante, aucun risque qu'elle remonte jusqu'à nous. Étienne se leva d'un bond, pris d'une rage froide. Sa mère avait non seulement détruit son bonheur, mais elle avait continué à surveiller Sophie jusqu'à sa mort, s'assurant qu'elle ne chercherait jamais à reprendre contact. Il y avait un dernier document dans la chemise. Une photo récente de Léa,
visiblement prise à son insu devant son ancien immeuble. Au dos, une écriture qu'il ne reconnaissait pas. Léa Valin, 23 ans, étudiante à Dauphine, ressemblance troublante confirmée. Cette photo datait de 2 ans. Colette était donc au courant de l'existence de Léa, bien avant sa propre mort. Pire. Elle avait choisi de garder le secret. Même soir, 20h, Mathis regardait Léa déguster son dessert avec un sourire attendri. Ils en étaient à leur 5e rendez-vous, et il devait reconnaître que sa mission devenait de plus en plus compliquée. Il était censé la séduire pour obtenir des informations. Pas tomber amoureux? À quoi penses-tu? Demanda Léa en remarquant son air songeur. À nous, ce n'était pas entièrement un mensonge. Léa, j'aimerais que notre relation devienne plus sérieuse. Elle rougit délicieusement. Depuis 3 semaines. Mathis s'était montré d'une courtoisie parfaite, ne tentant jamais de précipiter les choses. Cette patience la touchait. Moi aussi, Mathis. Mais c'est nouveau pour moi, tout ça. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour les relations amoureuses, entre mes études et mon travail. Justement, parlons de ton travail. Tu sembles passionné par ce que tu fais chez Dubois Holdings. C'est vrai, Monsieur Dubois me fait confiance. Il me confie des dossiers de plus en plus importants. Parfois, j'ai l'impression qu'il me voit comme... Elle chercha ses mots. Comme plus qu'une simple employée. Mathis sentit une pointe de jalousie inattendue. Comment ça? Il y a quelque chose d'étrange dans sa façon de me regarder, comme s'il me connaissait depuis longtemps. L'autre jour, il m'a dit que je lui rappelais quelqu'un d'important. Quelqu'un qu'il a aimé, je pense. Oui, Léa but une gorgée de vin. Il a l'air si seul, parfois. Malgré sa réussite, son pouvoir, il dégage une tristesse qui me touche. Mathis serra les mâchoires. Étienne Dubois ne méritait aucune compassion. Cet homme incarnait tout ce que la famille Carrel avait appris à détester. L'arrogance des riches, l'indifférence aux souffrances qu'il causait. Léa, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Si Dubois te proposait de l'accompagner dans un voyage d'affaires, par exemple, tu accepterais. Pourquoi cette question? Simple curiosité? Tu es si dévouée à ton travail? Léa fronça les sourcils. Il y avait quelque chose d'étrange dans le ton de Mathis. Mathis, où veux-tu en venir? Il prit sa main à travers la table. Nulle part. C'est juste que... J'aimerais que tu te méfies un peu. Les hommes de pouvoir comme Dubois ont parfois des intentions qui ne sont pas purement professionnelles. Tu es jaloux? Demanda-t-elle avec un sourire taquin. Un peu, avoua-t-il. Et c'était la vérité. Le téléphone de Léa vibra. Un message d'Étienne. Réunion exceptionnelle demain matin 8h. Dossier confidentiel urgent. Merci de votre discrétion. Justement, il m'écrit « Réunion urgente demain matin ». Mathis sentit son pouce accélérer. Une réunion confidentielle? C'était peut-être l'occasion qu'il attendait. Tu sais de quoi il s'agit? Aucune idée, mais quand Monsieur Dubois parle de confidentialité, c'est généralement très sérieux. Tu me raconteras. Léa hésita. Trahir la confiance professionnelle de son patron ne lui ressemblait pas. Mathis, tu sais que je ne peux pas. Bien sûr, pardonne-moi. C'est juste que ton travail m'intéresse. J'aimerais mieux comprendre ton univers. Il porta sa main à ses lèvres et l'embrassa tendrement. Épouse-moi, Léa. Les mots avaient jailli, sans qu'il puisse les retenir. Léa le fixa. Bouche bée. Quoi? Épouse-moi. Je sais que c'est rapide. Mais je n'ai jamais ressenti ça pour personne. Léa sentit son cœur s'emballer. 3 semaines seulement. C'était de la folie. Mais en même temps, jamais elle ne s'était sentie aussi bien avec quelqu'un. Mathis, c'est trop rapide, je sais. Mais la vie est courte, Léa. Quand on a trouvé la bonne personne, pourquoi attendre? Dans son appartement cette nuit-là, Léa ne trouvait pas le sommeil. La demande en mariage de Mathis l'avait bouleversée. Elle l'aimait, c'était certain. Mais quelque chose la retenait. Peut-être cette étrange conversation qu'elle avait eue avec Étienne Dubois, cette façon qu'il avait de la regarder, comme s'il cherchait à déchiffrer un mystère. Demain, elle en saurait peut-être plus. Cette réunion confidentielle l'intriguait autant qu'elle l'inquiétait. Léa arriva au bureau à 7h45, le cœur battant. Elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit, partagée entre l'excitation de cette réunion mystérieuse et les questions que soulevait la demande en mariage de Mathis. Dans l'ascenseur, elle ajusta machinalement son collier en forme de cœur.
ce geste automatique qu'elle faisait toujours quand elle était nerveuse. Étienne l'attendait dans son bureau, mais elle remarqua immédiatement que quelque chose avait changé. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Ses traits étaient tirés, ses yeux cernés, et ses mains tremblaient légèrement en manipulant une chemise cartonnée posée devant lui. « Bonjour, monsieur Dubois. Vous allez bien ? Asseyez-vous, Léa. » Il avait utilisé son prénom, ce qui ne lui était jamais arrivé. « Ce que j'ai à vous dire va changer beaucoup de choses. » Léa s'installa dans le fauteuil en cuir, l'estomac noué. Le ton solennel d'Étienne l'inquiétait. « Avant tout, je dois vous demander pardon pour les investigations que j'ai menées sur vous ces dernières semaines. » « Quelles investigations ?» Sa voix se fit plus froide. Étienne ouvrit la chemise et en sortit le rapport de Moreau. « J'ai engagé un détective privé pour enquêter sur votre passé, sur votre famille, sur votre mère. » Léa se leva d'un bond, le visage livide. « Vous avez fait quoi ? Mais de quel droit ? Parce que je soupçonnais, » il déglutit péniblement, « parce que vous ressemblez trait pour trait à une femme que j'ai aimée il y a 26 ans. Une femme qui s'appelait Sophie Valin. » Le nom flotta dans l'air comme une bombe à retardement. Léa se rassit lentement, les jambes coupées. « Vous avez connu ma mère. » « Mieux que ça ?» Étienne se leva et contourna son bureau. « Je l'aimais. Nous étions ensemble quand elle a disparu de ma vie du jour au lendemain, en décembre 1998. » Léa calculait frénétiquement. Décembre 1998, elle était née en septembre 1999. « Qu'est-ce que vous êtes en train de m'insinuer ?» Étienne s'agenouilla devant elle et prit délicatement ses mains dans les siennes. « Léa, je crois que je suis votre père. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Léa regardait cet homme qu'elle côtoyait depuis des semaines, qui lui avait donné sa chance, qu'elle avait appris à respecter et même à apprécier. Son père, le père qu'elle avait toujours imaginé, rêvé, espéré retrouver. Non, sa voix était un murmure. « Non, c'est impossible. J'ai les preuves, ma chérie. » Il sortit les résultats de l'analyse ADN qu'il avait fait faire en secret à partir de cheveux trouvés sur le dossier de Léa. « Nous sommes père et fille. » Léa arracha ses mains des siennes et se leva comme une furie. « Vous avez fait analyser mon ADN sans mon consentement. Vous m'avez espionné, fouillé ma vie privée, et maintenant vous me sortez cette histoire invraisemblable. Léa, laissez-moi vous expliquer. » « M'expliquer quoi ?» Les larmes coulaient maintenant sur ses joues. « Que vous avez abandonné ma mère enceinte, qu'elle est morte dans la misère pendant que vous viviez dans le luxe, que j'ai grandi sans père parce que monsieur était trop occupé à brasser des millions. Ce n'est pas ce qui s'est passé. » Étienne éleva la voix pour la première fois. « Je n'ai jamais su que Sophie était enceinte. » Il lui tendit les lettres interceptées par Colette. « Lisez ce que votre mère m'écrivait. Ma mère a tout intercepté, tout caché. J'ai passé 26 ans à chercher Sophie sans savoir qu'elle portait notre enfant. » Léa saisit les lettres d'une main tremblante et reconnut immédiatement l'écriture de sa mère. Au fur et à mesure qu'elle lisait, son visage se transformait. La colère cédait place à l'incrédulité, puis à une douleur immense. « Maman » murmura-t-elle en serrant les lettres contre son cœur. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Parce qu'elle pensait me protéger, et vous protéger aussi. » Étienne s'approcha doucement. « Votre mère était une femme d'une fierté extraordinaire. Elle a préféré élever notre fille dans l'amour plutôt que dans le conflit familial. » Léa releva brusquement la tête. « Notre fille, vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous n'avez jamais été là, jamais, parce que je ne savais pas. Et maintenant que vous savez, qu'est-ce que vous voulez ? Jouer au papa, racheter 25 ans d'absence avec votre argent. » Étienne encaissa le coup. Il s'était attendu à cette réaction. Mais cela ne rendait pas les mots moins douloureux. « Je veux apprendre à vous connaître. Je veux essayer de rattraper le temps perdu. » Il n'y a rien à rattraper. Léa était maintenant hystérique. « Ma vraie famille, c'est Solène. Elle qui s'est sacrifiée pour moi, qui a travaillé double pour payer mes études, qui m'a aimée inconditionnellement, pas vous. Léa, s'il vous plaît. » Non. Elle se dirigea vers la porte. « C'est de la manipulation. Vous inventez cette histoire pathétique pour je ne sais quelle raison tordue. Appelez votre tante. Demandez-lui la vérité. » Léa se figea, la main sur la poignée. « Quoi ? Solène sait. Elle a toujours su. Demandez-lui de vous parler de l'enveloppe que votre mère lui a confiée avant de mourir. » Le visage de Léa devint blanc comme un linge. Cette enveloppe mystérieuse que Solène gardait précieusement et qu'elle avait toujours refusé de lui montrer. « Vous mentez. Appelez-la maintenant. »
Avec des gestes mécaniques, Léa composa le numéro de sa tante. Solène répondit à la 3e sonnerie. « Ma chérie, quelle surprise !» Solène. La voix de Léa était brisée. « Il faut que tu me dises la vérité à propos de l'enveloppe de maman. » Un long silence à l'autre bout du fil. « Léa, où es-tu ?»« Dans le bureau d'Étienne Dubois, mon patron. » Solène poussa un soupir déchirant. « Il t'a trouvé, mon Dieu. Il t'a trouvé. Alors c'est vrai. » Les larmes coulèrent de nouveau. « Il est vraiment ton père ? Oui, ma chérie. » Sophie l'aimait tellement. Elle parlait tout le temps de lui, Étienne ceci, Étienne cela. Même après sa mort, elle n'a jamais cessé de l'aimer. Léa s'effondra dans le fauteuil, le téléphone toujours collé à l'oreille. « Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ?»« Ah, parce que ta maman m'avait fait promettre de garder le secret. Elle ne voulait pas que tu grandisses avec l'amertume. Elle préférait que tu croies à un père idéalisé plutôt qu'à un homme qui l'avait abandonné. Mais il ne l'avait pas abandonné. » Sa mère avait intercepté les lettres. « Quoi ?» La voix de Solène se fit plus aiguë. « Quelles lettres ?» Léa regarda Étienne qui s'était assis en face d'elle. « Il faut que je te rappelle, Solène. J'ai besoin de réfléchir. » Elle raccrocha et resta immobile un long moment, fixant le vide. « 25 ans, murmura-t-elle finalement. 25 ans de mensonges. Pas de mensonges, de malentendus, de manipulations, mais pas de mensonges. » Étienne se pencha vers elle. « Votre mère et moi, nous nous aimions vraiment, et vous êtes le fruit de cet amour. » Léa le regarda avec des yeux rougis par les larmes. « Comment puis-je vous croire ? Comment savoir si tout ceci n'est pas un nouveau mensonge ? Parce que vous me ressemblez, pas seulement physiquement. Votre détermination, votre fierté, votre façon de relever le menton quand vous êtes en colère. Vous êtes exactement comme moi au même âge. » Malgré sa douleur, Léa ne put s'empêcher de sourire amèrement. « Et vous trouvez ça rassurant ? » Terriblement. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. Contemplant Paris qui s'éveillait. « Qu'est-ce que vous attendez de moi maintenant ? » ?»« Rien. Tout. » Étienne la rejoignit. « J'aimerais juste avoir une chance de vous connaître, de rattraper ces années perdues, de vous offrir tout ce que vous auriez dû avoir. Je ne veux pas de votre argent. Je ne parle pas d'argent. Je parle d'amour paternel, de présence, de fierté. » Léa ferma les yeux. Toute sa vie, elle avait rêvé de ce moment. Retrouver son père, comprendre enfin d'où elle venait. Mais maintenant que c'était arrivé, elle se sentait perdue. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour encaisser tout ça. Bien sûr, prenez tout le temps qu'il vous faut. » Et elle se tourna vers lui. « Ne dites rien à personne pour l'instant. Personne. Promis. » Léa ramassa son sac et se dirigea vers la porte. Arrivée sur le seuil, elle se retourna. « Une dernière chose, si vous m'avez menti, si tout ceci n'est qu'une manipulation, je vous détruirai. » Étienne soutint son regard. « Je ne vous ai pas menti. » Après son départ, Étienne resta seul dans son bureau. Épuisé mais soulagé, la vérité était enfin révélée. Maintenant, il fallait espérer que Léa lui donnerait une chance. Il ne savait pas qu'à cet instant précis, sa fille appelait Mathis pour lui annoncer qu'elle acceptait de l'épouser, qu'elle avait besoin de quelque chose de stable, de prévisible, après le séisme émotionnel qu'elle venait de vivre, et que cette décision allait déclencher la phase finale du plan de vengeance de Mathis Carrel. Bordeaux, 3 jours plus tard, Léa descendait du TGV, son petit sac de voyage à l'épaule et le cœur lourd. Depuis la révélation d'Étienne, elle n'arrivait plus à réfléchir clairement. Accepter la demande en mariage de Mathis avait été un réflexe de survie, une façon de s'accrocher à quelque chose de tangible dans le chaos émotionnel qui s'était emparé d'elle. Mais elle devait d'abord connaître toute la vérité, et seule Solène détenait les dernières pièces du puzzle. Le taxi la déposa devant le petit pavillon de sa tante, celui-là même où elle avait grandi après la mort de sa mère. Rien n'avait changé. Les géraniums rouges sur le perron, la peinture bleue des volets légèrement écaillés, l'odeur de café qui s'échappait de la cuisine. Solène l'attendait sur le seuil, et Léa fut frappée par sa pâleur inhabituelle. À 60 ans, sa tante restait une femme énergique, mais là, elle semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques jours. « Ma chérie », Solène la serra dans ses bras avec une émotion palpable. « Tu as fait bon voyage. Solène, il faut qu'on parle. De tout. Je sais.
Entre, j'ai préparé ton plat préféré. » Dans la cuisine familière, devant un gratin dauphinois qui embaumait, Léa observait sa tante s'activer nerveusement autour des casseroles. Solène évitait son regard, signe évident qu'elle redoutait cette conversation. « Il t'a vraiment trouvé ?» murmura finalement Solène, en s'asseyant en face d'elle. « Après toutes ces années, raconte-moi tout, depuis le début. » Solène prit une profonde inspiration. « Ta maman est arrivée ici en janvier 1999, enceinte de 6 mois et complètement dévastée. Elle avait maigri, ses cheveux avaient perdu leur éclat et elle pleurait tout le temps. Je ne l'avais jamais vue dans cet état. Elle t'a parlé d'Étienne. Sans arrêt, au début, c'était pour me raconter leur histoire d'amour, comme elle était heureuse avec lui, comme il était différent des autres garçons riches qu'elle avait rencontrés à Paris, puis elle m'a expliqué l'enfer que sa mère lui avait fait vivre. » Solène se leva et alla chercher une vieille boîte à biscuits sur l'étagère. Sophie avait gardé toutes les lettres qu'elle lui avait écrites mais jamais envoyées. « Regarde !» Léa ouvrit la boîte avec des mains tremblantes. Des dizaines de lettres manuscrites, certaines tachées de larmes séchées, toutes adressées à Étienne Dubois. Elle en prit une au hasard, datée de mars 1999. « Mon amour, notre bébé bouge beaucoup aujourd'hui. Je crois qu'il a hérité de ton tempérament impatient. J'aimerais tant que tu sois là pour sentir ses petits coups de pied. Parfois, je pose ma main sur mon ventre et je lui parle de toi. Je lui dis que son papa est quelque part à Paris, qu'il pense à nous même s'il ne le sait pas. J'ai encore rêvé de toi cette nuit. Tu me prenais dans tes bras et tu me disais que tout s'arrangerait, que ta mère finirait par accepter, que nous serions une vraie famille. Pourquoi est-ce que l'amour doit être si compliqué? Je t'aime, même si je ne devrais plus. » Sophie Léa sentit les larmes couler sur ses joues, cette douleur dans les mots de sa mère, cet amour intact malgré la séparation. Elle ne l'a jamais oublié, dit doucement Solène, même après ta naissance. Même pendant sa maladie, elle gardait sa photo dans son portefeuille. « Quelle photo ?» Solène fouilla dans la boîte et en sortit une photographie noir et blanc, visiblement découpée dans un magazine étudiant, un jeune Étienne Dubois souriant, en costume cravate, lors d'une remise de diplôme. Elle l'avait trouvée dans un journal d'Ushus. Elle disait que c'était la seule image d'Étienne qu'elle possédait. Léa contempla le visage de son père à 22 ans. Elle y retrouvait ses propres traits, cette même détermination dans le regard. Et l'enveloppe, celle que maman t'a confiée avant de mourir. Le visage de Solène se crispa. « Léa, avant de te la donner, il faut que tu saches autre chose, ta maman. Elle était au courant pour les lettres interceptées. Quoi? Quelques semaines avant sa mort, elle a reçu la visite d'un homme étrange. Il s'est présenté comme un ami d'Étienne. Il lui a expliqué que sa mère avait intercepté sa correspondance, que ton père n'avait jamais su pour la grossesse. » Léa se figea. Quel homme? Je ne me souviens plus de son nom. Un homme âgé, distingué, qui parlait avec un accent parisien. Il avait une cicatrice sur la joue gauche. Et qu'est-ce qu'il voulait? Il proposait de l'argent à Sophie, beaucoup d'argent, en échange de son silence. Il disait qu'Étienne était maintenant un homme puissant, que le scandale d'un enfant illégitime pourrait ruiner sa carrière. La nausée envahit Léa. Maman a accepté. Bien sûr que non, s'indigna Solène. Ta mère l'a jeté dehors, mais cette visite l'a beaucoup troublée. Elle a compris qu'Étienne ignorait vraiment ton existence. Mais elle a eu peur aussi, peur que sa famille continue à la harceler si elle reprenait contact. Solène se dirigea vers l'armoire et en sortit l'enveloppe scellée que Léa connaissait bien. C'est ce soir-là qu'elle a écrit cette lettre, pour toi. Au cas où, un jour, ton père te chercherait. Les mains de Léa tremblaient en prenant l'enveloppe. 23 ans qu'elle existait. 23 ans que les derniers mots de sa mère l'attendaient. Solène, je dois te dire quelque chose. Mathis m'a demandé en mariage. J'ai dit oui. Le visage de sa tante s'illumina, malgré les circonstances. Oh, ma chérie, c'est merveilleux. Quand aura lieu la cérémonie? Dans 15 jours, à Paris. Léa hésita. Tu viendras, n'est-ce pas? Bien sûr. Rien ne m'empêchera d'être là pour le plus beau jour de ta vie. Mais en prononçant ces mots, Solène sentit une étrange inquiétude l'envahir. Quelque chose dans la précipitation de ce mariage la tracassait. Le soir même, seule dans sa chambre d'enfance, Léa contemplait l'enveloppe posée sur sa table de chevet. L'écriture de sa mère avait pâli avec le temps, mais restait parfaitement lisible. Pour ma Léa adorée, quand elle sera prête à connaître toute la vérité. Elle décacheta délicatement l'enveloppe,
et en sortit plusieurs feuillets couverts de l'écriture familière. « Ma fille chérie, si tu lis cette lettre, c'est qu'Étienne t'a retrouvée. J'espère de tout mon cœur que ce jour arrivera, même si j'ai peur de ne pas être là pour le voir. Il faut que tu saches que ton père n'est pas responsable de notre séparation, ni de mon silence sur ta naissance. Colette Dubois, sa mère, a orchestré notre rupture avec une cruauté que je n'aurais jamais imaginée possible. Elle a intercepté toutes mes lettres, soudoyé mon médecin pour qu'il me pousse à avorter, fait surveiller ma grossesse. Quand j'ai refusé de me débarrasser de toi, elle m'a fait suivre jusqu'à Bordeaux, même après ta naissance. Ces espions continuaient à nous observer. Mais tu sais quoi, ma chérie? Je ne regrette rien, parce que tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Tu es le cadeau le plus précieux qu'Étienne m'ait donné. Même sans le savoir, ton père est un homme bon, un peu naïf parfois, trop confiant dans sa famille, mais foncièrement bon. S'il te retrouve un jour, donne-lui une chance. Il ne mérite pas de payer pour les crimes de sa mère. Et toi, ma petite étoile, souviens-toi que tu es née de l'amour, du plus bel amour que j'ai jamais connu. Peu importe ce qui t'arrive dans la vie, tu portes en toi cette force-là. Il y a autre chose dans cette enveloppe. La dernière lettre que j'ai écrite à ton père avant de mourir. Celle que je n'ai jamais eu le courage d'envoyer. Si tu le revois, donne-la lui. Il comprendra. Je t'aime infiniment. Maman, peace. Méfie-toi des Dubois qui ne sont pas Étienne. Sa famille a des secrets terribles. Protège-toi. Léa saisit la seconde lettre. Plus courte, adressée à Étienne. Ses mains tremblaient si fort qu'elle arrivait à peine à lire. Mon amour éternel, je vais mourir sans t'avoir revu, sans que tu aies connu notre fille extraordinaire. Cette injustice me brise le cœur. Léa a tes yeux, ton intelligence, ta générosité. Elle rêve de devenir quelqu'un d'important, comme toi. Je sais qu'elle y arrivera, avec ou sans nous. Si un jour tu lis ces mots, sache que je n'ai jamais cessé de t'aimer, que je te pardonne de ne pas avoir su résister à ta mère, que je comprends pourquoi tu n'es pas venu nous chercher. Prends soin de notre fille. Aime-la comme j'aurais voulu que tu m'aimes, à jamais tienne. Sophie, centre hospitalier de Bordeaux. 12 mars 2002. Léa pleura longtemps cette nuit-là, tenant contre son cœur les derniers mots de sa mère. Tout devenait clair maintenant. La vérité était encore plus douloureuse que tout ce qu'elle avait imaginé. Étienne était innocent, sa famille était coupable, et quelque part, des gens continuaient peut-être à les surveiller. Cette pensée la glaça d'effroi. Et si le mystérieux visiteur de sa mère avait des complices? Et si sa soudaine apparition chez Dubois Holdings n'était pas le fruit du hasard? Elle pensa à Mathis, à leur rencontre si opportune juste après sa prise de fonction, à ses questions sur son travail, ses tentatives subtiles pour obtenir des informations confidentielles. Non, elle devenait paranoïaque. Mathis l'aimait. C'était évident. Il n'avait rien à voir avec les manipulations d'une vieille femme morte depuis 3 ans. Pourtant, en s'endormant, elle ne put s'empêcher de repenser à cette phrase de sa mère. « Méfie-toi des Dubois qui ne sont pas Étienne. » Si seulement elle avait su que le danger ne viendrait pas des Dubois, mais des Carrel. Église Sainte-Marie, Paris, 10h30. L'église Sainte-Marie avait été décorée avec un raffinement que Léa n'aurait jamais osé espérer. Des roses blanches et des lys ornèrent l'autel. Des rubans de soie ivoire couraient le long des bancs, et la lumière dorée du matin filtrait à travers les vitraux centenaires. Mathis avait insisté pour que tout soit parfait, et il avait tenu parole. Dans la sacristie, Léa contemplait son reflet dans le miroir ancien. Sa robe de mariée, simple mais élégante, avait appartenu à sa mère. Solène l'avait précieusement conservée et retouchée pour l'occasion. En la portant, Léa se sentait étrangement connectée à Sophie, comme si sa mère était présente pour ce jour si important. « Tu es magnifique, ma chérie », murmura Solène en ajustant le voile. « Ta maman serait si fière. » Léa toucha machinalement le collier en forme de cœur qu'elle portait toujours, celui que Sophie lui avait laissé. Depuis son retour de Bordeaux 3 jours plus tôt, elle n'arrivait pas à chasser un sentiment d'inquiétude diffuse. Les derniers mots de sa mère résonnèrent dans sa tête. « Méfie-toi des Dubois qui ne sont pas Étienne. » Mais ce matin, elle voulait simplement être heureuse. Mathis l'aimait. Elle l'aimait en retour. Ils allèrent construire quelque chose de beau ensemble, loin des secrets et des manipulations du passé. « Solène, as-tu donné l'invitation à Étienne Dubois ?» Sa tante hocha la tête, mais son expression resta troublée.
« Oui, comme tu me l'as demandé, mais ma chérie, es-tu sûre que c'était une bonne idée, inviter ton père à ton mariage ?» Léa avait longuement réfléchi avant de prendre cette décision. Après avoir lu les lettres de sa mère, elle ne pouvait plus haïr Étienne. Il était autant victime qu'elle des manipulations de Colette Dubois, et quelque part, elle voulait qu'il soit témoin de son bonheur. Il a le droit de savoir que sa fille se marie. Et puis, maman aurait voulu qu'il soit là, dans l'église. Même instant, Étienne était assis discrètement au fond de l'église. Vêtu d'un costume sombre, il tenait dans sa poche intérieure l'invitation que lui avait remise Solène 3 jours plus tôt. Un simple Bristol crème avec ces mots « Léa Valin et Mathis Carrel ont l'honneur de vous inviter à leur mariage. Carrel ». Ce nom lui disait quelque chose, mais il n'arrivait pas à se souvenir où il l'avait entendu. Depuis le retour de Léa de Bordeaux, elle avait repris le travail comme si de rien n'était. Professionnelle, courtoise, mais distante. Elle l'appelait de nouveau « Monsieur Dubois » et évitait soigneusement tout échange personnel. Étienne respectait sa volonté, même si cela lui brisait le cœur. Recevoir cette invitation avait été un choc. Sa fille se mariait, et il ne connaissait rien de l'homme qu'elle épousait. Pire, il avait l'impression de l'avoir perdue avant même d'avoir eu la chance de la connaître vraiment. Autour de lui, l'église se remplissait lentement. Il reconnut quelques collègues de Dubois Holding, des amis de Léa qu'il avait croisés lors de pots d'entreprise. L'atmosphère était joyeuse, pleine d'amour et d'espoir. Alors pourquoi se sentait-il si inquiet ? 10h45, Mathis attendait devant l'autel, resplendissant dans son smoking sur mesure. Ses cheveux noirs étaient parfaitement coiffés, son sourire rayonnant. Pourtant, ceux qui le connaissaient bien auraient remarqué cette tension dans ses épaules, cette crispation imperceptible de ses mâchoires. Gérard Carrel était assis au premier rang, observant son fils avec une fierté mêlée d'impatience. Le plan était presque accompli. Dans quelques minutes, Léa Valin deviendrait Madame Carrel, et ils auraient enfin leur revanche sur les Dubois, car Gérard n'avait jamais dit toute la vérité à son fils. La vengeance qu'il préparait depuis 20 ans ne se limitait pas à ruiner la réputation d'Étienne Dubois. Il voulait détruire sa lignée. Et quoi de mieux que de faire épouser sa fille par un Carrel, puis de la briser psychologiquement en révélant la supercherie. Mathis, lui, avait de plus en plus de mal à jouer son rôle. Au fil des semaines, ses sentiments pour Léa étaient devenus authentiques. Elle n'était plus seulement un pion dans la stratégie de son père, mais la femme qu'il aimait vraiment. Mais il était trop tard pour reculer. Gérard ne le lui pardonnerait jamais. 10h55. Les premières notes de la marche nuptiale retentirent. Léa apparut au bras de Solène. Radieuse dans sa robe de mariée, un murmure d'admiration parcourut l'assemblée. Étienne sentit sa gorge se serrer. Sa fille était magnifique. Dans cette robe blanche, avec ce sourire lumineux, elle ressemblait trait pour trait à Sophie le jour où il l'avait rencontrée. Léa remontait lentement l'allée centrale, saluant ses invités d'un sourire ému. Quand son regard croisa celui d'Étienne, elle s'arrêta imperceptiblement. Pendant une seconde, père et fille se regardèrent avec une émotion palpable. Puis Léa détourna les yeux et continua sa marche vers l'autel, vers Mathis qui l'attendait avec ce sourire qu'elle aimait tant. Onzios, mes très chers frères, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de Léa et Mathis dans les liens sacrés du mariage. La voix du prêtre résonnait dans l'église silencieuse. Léa tenait la main de Mathis, émue aux larmes. Cet instant qu'elle avait tant rêvé était enfin arrivé. Mathis, acceptez-vous de prendre pour épouse Léa ici présente, et de lui être fidèle dans le bonheur et dans l'épreuve? Oui, je le veux. Léa, acceptez-vous de prendre pour époux Mathis ici présent, et de lui être fidèle dans le bonheur et dans l'épreuve? Léa ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Quelque chose venait de la frapper. Le nom de famille de Mathis, Carrel, où avait-elle déjà entendu ce nom? Soudain, un souvenir lui revint, une conversation avec Étienne, quelques semaines plus tôt. Quand il évoquait l'histoire de l'entreprise, il avait mentionné un scandale ancien, un comptable licencié pour malversation. Comment s'appelait-il déjà? Léa. Le prêtre la regardait avec bienveillance. « Acceptez-vous de prendre pour époux Mathis ici présent? Carrel, Gérard Carrel, c'était ça, l'homme que Colette Dubois avait fait licencier et diffamer. » Léa regarda Mathis, qui affichait toujours ce sourire parfait, mais pour la première fois, elle remarqua quelque chose de forcé dans son expression et dans ses yeux, une lueur qu'elle n'avait jamais vue auparavant.
Je, 11h05. Les portes de l'église s'ouvrirent brutalement. Étienne Dubois remontait l'allée centrale d'un pas décidé, tenant dans ses mains une enveloppe et plusieurs documents. Arrêtez cette cérémonie. Un brouhaha général s'éleva de l'assemblée. Mathis devint livide. Gérard Carrel se leva de son siège, les poings serrés. « Monsieur Dubois » protesta le prêtre. « Que signifie cette intrusion » Étienne arriva devant l'autel, essoufflé mais déterminé. Il venait de se souvenir où il avait entendu le nom Carrel, et tout s'éclairait d'un coup. « Léa, ne l'épousez pas. Cet homme vous ment depuis le début. » Étienne, Léa était partagée entre la colère et l'incompréhension. « Qu'est-ce que vous faites ?» Mathis Carrel est le fils de Gérard Carrel, l'ancien comptable de notre entreprise, celui que ma mère a fait licencier il y a 20 ans. Mathis fit un pas en arrière, son masque de charme tombant enfin. « Léa, laisse-moi t'expliquer. » « Expliquer quoi ?» Léa le regardait avec des yeux horrifiés. « Que tu as menti sur ton identité, que tu m'as séduite par vengeance. » Ce n'était pas comme ça au début. Mathis tentait désespérément de rattraper la situation. « Oui, mon père voulait se venger des Dubois. »« Oui, il m'a demandé de te séduire pour obtenir des informations, mais je suis tombé amoureux de toi pour de vrai. » Les mots claquèrent dans l'église comme des gifles. Léa sentit son monde s'écrouler. L'homme qu'elle aimait, qu'elle s'apprêtait à épouser, ne l'avait approché que par calcul. Tout était faux. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Nos rendez-vous, tes déclarations d'amour, ta demande en mariage, tout. Non, mes sentiments sont devenus vrais. Je t'aime vraiment, Léa. Étienne s'approcha de sa fille et lui tendit l'enveloppe qu'il portait. Ceci vient de votre tante Solène, la dernière lettre que votre mère a écrite pour moi. Elle m'a demandé de vous la remettre aujourd'hui, si jamais vous étiez en danger. Léa ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante et reconnut immédiatement l'écriture de Sophie. C'était la lettre qu'elle avait lue 3 jours plus tôt à Bordeaux, celle où sa mère lui demandait de se méfier des ennemis de la famille Dubois. « Maman savait », murmura-t-elle. Elle savait que des gens chercheraient à me faire du mal. Gérard Carrel ne put se contenir plus longtemps. Il se leva et s'avança vers l'autel, le visage déformé par la haine. « 20 ans que j'attends ce moment. Ta famille a détruit la mienne, Dubois. Ta mère m'a brisé, m'a sali, m'a volé ma dignité. Mon père n'y était pour rien, » cria Léa. Il ignorait même ce que faisait sa mère. Peu importe. Gérard sortit quelque chose de sa veste. Les Dubois paieront, tous les Dubois. Étienne vit l'éclat métallique et comprit instantanément. Il se jeta devant Léa au moment où Gérard levait son revolver. « N'aie papa !» Le mot jaillit naturellement des lèvres de Léa. Pour la première fois de sa vie, elle venait d'appeler Étienne « Papa », et cela risquait d'être la dernière. Le temps sembla suspendu dans l'église Sainte-Marie. Gérard Carrel, le visage déformé par 20 ans de haine accumulée, pointait son arme vers Étienne qui s'était interposé devant Léa. Les invités, pétrifiés, retenaient leur souffle dans un silence de mort. « Papa ». Le cri de Léa résonnait encore entre les voûtes gothiques. Ce mot qu'elle venait de prononcer pour la première fois contenait toute l'émotion qu'elle avait refoulée depuis des semaines. Mathis regardait la scène avec horreur, réalisant enfin l'ampleur de la folie de son père. Il avait accepté de jouer le jeu de la vengeance, mais jamais il n'avait imaginé que cela mènerait au meurtre. « Papa, arrête !» supplia-t-il. « Ce n'est pas ce qui était prévu. » Gérard lui lança un regard méprisant sans baisser son arme. « Ce qui était prévu, tu crois que j'ai consacré ma vie à préparer cette vengeance pour me contenter de quelques documents volés et d'un petit scandale financier. » Il fit un pas vers Étienne, l'arme toujours braquée sur lui. « Tu veux savoir ce qui était vraiment prévu, mon fils. Épouser cette petite, la mettre enceinte, puis lui révéler que tout n'était qu'un mensonge, la voir se briser comme ta mère s'est brisée quand Colette Dubois l'a humiliée publiquement. » Léa sentit la nausée l'envahir. L'homme qu'elle avait accepté d'épouser était le fils d'un monstre qui avait planifié sa destruction psychologique dans les moindres détails. « Et maintenant, » continua Gérard avec un sourire glacial, « je vais tuer Étienne Dubois devant sa fille. Comme ça, elle perdra son père le jour même où elle le retrouve. C'est d'une poésie parfaite. Tu ne trouves pas ?» Étienne ne bougeait pas, protégeant toujours Léa de son corps. « Gérard, votre querelle est avec moi, pas avec elle. Ma mère est morte. Je suis le seul responsable de Dubois Holdings maintenant. Laissez partir Léa. » « Responsable ?» Gérard éclata d'un rire amer. « Tu étais où quand ta mère détruisait méthodiquement ma réputation ?
quand elle falsifiait les preuves contre moi, quand elle me traitait de voleur devant tous mes collègues. J'avais 28 ans, je découvrais le métier, je faisais confiance aux décisions de ma mère. Exactement. La voix de Gérard monta d'un cran. Tu faisais confiance à cette harpie? Tu cautionnais ses méthodes. Tu profitais de l'argent qu'elle gagnait en écrasant les gens comme moi. Dans l'assemblée, plusieurs invités tentaient discrètement de sortir, mais Gérard les remarqua immédiatement. Personne ne bouge. Il balaya l'église de son arme. Tout le monde va rester bien sagement assis et assister au spectacle. Solène, qui était restée près de l'autel, se rapprocha lentement de Léa. « Ma chérie, éloigne-toi, » murmura-t-elle. « Cet homme est fou. » Mais Léa ne bougea pas. Elle regardait Mathis, qui semblait lutter avec sa conscience. « Mathis, » dit-elle d'une voix ferme, « regarde-moi. » Il leva vers elle des yeux emplis de larmes et de regrets. « Léa, je suis désolée. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Au début, c'était juste pour récupérer des informations sur l'entreprise. Mon père voulait prouver que les Dubois continuaient à utiliser des méthodes déloyales. Et après, sa voix était étrangement calme. Après, quand tu as commencé à avoir des sentiments pour moi, j'ai essayé d'arrêter le plan. J'ai dit à mon père que je t'aimais vraiment, que je voulais qu'on recommence sur des bases saines, mais il quoi? Mathis jeta un regard apeuré vers son père, qui continuait à menacer Étienne. Il m'a dit que si j'abandonnais, il s'arrangerait pour que tu apprennes la vérité de la façon la plus cruelle possible. Il a menacé de te faire du mal. Léa sentit quelque chose se briser définitivement en elle. Même l'amour que Mathis prétendait éprouver était entaché de manipulation et de chantage. Alors tu as continué. Tu m'as demandé en mariage. Tu m'as laissé croire à un avenir avec toi. Je pensais pouvoir te protéger. Je me disais qu'une fois mariée, mon père n'oserait plus rien tenter. Naïf, cracha Gérard. Tu crois que j'aurais laissé cette union durer? Le mariage n'était que la première étape. Il se tourna vers Léa avec un sourire cruel. Ma petite, tu veux savoir ce qui t'attendait? 6 mois de bonheur conjugal, le temps de tomber enceinte. Puis Mathis t'aurait quitté en te révélant que tout n'était qu'un jeu, que ton mari ne t'avait épousé que pour humilier les Dubois. Tu aurais fini comme ta mère, seule, abandonnée, avec un enfant sur les bras. Léa vacilla sous le choc. La cruauté de ce plan dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer. « Vous êtes un monstre, » murmura-t-elle. « Je suis un homme qui a été détruit par votre famille, » rugit Gérard. « Ma femme est morte de chagrin. Mon fils a grandi dans la honte. J'ai passé 10 ans au chômage parce que le nom Carrel était devenu synonyme de malhonnêteté. » Étienne tourna légèrement la tête vers Léa. « Ma fille, écoutez-moi. Quand j'aurai attiré son attention, courez vers la sortie. Non, je ne vous laisse pas. Si, vous avez toute la vie devant vous. Moi, j'ai déjà perdu 25 ans avec vous. Je ne laisserai pas ce fou vous faire du mal. » Mathis assistait à cet échange avec une angoisse croissante. Malgré tout ce qui s'était passé, il ne supportait pas l'idée que Léa soit blessée. « Papa, arrête !» Il fit un pas vers Gérard. « Tu as eu ce que tu voulais. Les Dubois savent maintenant ce que tu as enduré. Léa a compris qu'elle avait été manipulée. C'est suffisant. Suffisant. » Gérard le regarda comme s'il ne le reconnaissait plus. 20 ans de ma vie détruits, et tu trouves que c'est suffisant. Oui, parce que je ne veux pas devenir un meurtrier, et toi non plus. Toi, tu n'es qu'un faible. Exactement comme je le craignais. Gérard pointa maintenant son arme vers son propre fils. Tu as échoué, Mathis. Tu es tombé amoureux de cette fille, au lieu de la détruire. Tu m'as déçu. L'assemblée retint son souffle. Père et fils se faisaient les faces, l'un pointant une arme sur l'autre. « Papa !» La voix de Mathis se brisa. « Qu'est-ce que tu fais ? Je termine le travail que tu n'as pas eu le courage de finir. » Gérard se retourna vers Étienne et Léa. Mais dans ce bref instant d'inattention, Mathis bondit sur lui. « Non !» Les 2 hommes luttèrent pour le contrôle de l'arme. Dans la mêlée, Gérard trébucha contre les marches de l'autel. Le coup de feu partit, assourdissant dans l'espace clos de l'église. Mathis s'effondra, une tache de sang s'élargissant sur sa chemise blanche. « Mathis !» Léa se précipita vers lui, oubliant toute prudence. Gérard regardait son fils blessé avec une expression d'incrédulité totale. « Mon fils, qu'est-ce que j'ai fait ?» L'arme lui échappa des mains et tomba sur le sol de marbre avec un bruit métallique. Il s'agenouilla près de Mathis, qui respirait avec difficulté. « Papa !» Mathis levait vers lui des yeux voilés par la douleur. «
Je l'aimais vraiment. Je sais, mon fils, je sais. Gérard pressa ses mains sur la blessure pour tenter d'arrêter l'hémorragie. Mais le sang continuait à couler entre ses doigts. Léa s'agenouilla de l'autre côté de Mathis et prit sa main. « Les secours arrivent », dit Étienne qui avait appelé les urgences. « Tenez bon. » Mathis tourna vers Léa un regard rempli de regret. « Pardonne-moi », murmura-t-il. « Pour tout, mon amour pour toi. C'était la seule chose vraie dans toute cette histoire. »« Je sais », répondit-elle doucement. « Je sais. » Les sirènes des ambulances résonnaient déjà dans la rue. Bientôt, les secours envahiraient l'église. Emmèneraient le Mathis à l'hôpital, arrêteraient Gérard. Mais pour Léa, le mal était fait, sa confiance était brisée, ses rêves de bonheur anéantis. En regardant l'homme qu'elle avait failli épouser lutter contre la mort, elle réalisa qu'elle avait perdu bien plus qu'un fiancé ce jour-là. Elle avait perdu sa capacité à faire confiance, à croire en l'amour, à espérer un avenir serein. Et dans le chaos qui régnait dans l'église, une seule certitude demeurait. Plus rien ne serait jamais comme avant. Hôpital Saint-Louis. 3 heures plus tard, l'odeur d'antiseptique et les néons blafards des couloirs hospitaliers contrastaient cruellement avec l'atmosphère festive que l'église avait connue quelques heures plus tôt. Léa était assise dans la salle d'attente des urgences, encore vêtue de sa robe de mariée tachée de sang, fixant le sol carrelé sans le voir. Étienne s'approcha avec 2 gobelets de café fumant. Aucune nouvelle pour l'instant. Les médecins disent que l'opération peut durer plusieurs heures. Léa prit machinalement le café, mais n'y toucha pas. Ses mains tremblaient encore. « Vous savez le plus ironique dans tout ça », dit-elle d'une voix éteinte. « Au moment où Mathis s'est jeté sur son père, j'ai eu peur pour lui, après tout ce qu'il m'avait fait. J'avais encore peur qu'il soit blessé. C'est parce que vos sentiments étaient sincères. Le fait qu'il vous ait menti n'efface pas l'amour que vous avez ressenti. Comment peut-on aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment ?» Étienne s'assit à côté d'elle, cherchant ses mots. « Je me suis posé la même question pendant 26 ans. J'aimais Sophie, mais je n'ai jamais vraiment connu sa vie à Bordeaux, ses difficultés, ses peurs. L'amour n'a pas toujours besoin de tout savoir pour exister. » Un silence lourd s'installa entre eux. Dans le couloir, l'agitation habituelle de l'hôpital continuait. Infirmières pressées, familles inquiètes, annonces dans les haut-parleurs. Étienne. Léa utilisa son prénom pour la première fois. Que va-t-il se passer maintenant ? Gérard Carrel sera poursuivi pour tentative de meurtre et prise d'otage. Il risque une lourde peine de prison. Ce n'est pas de ça que je parle. Elle le regarda enfin. Je parle de nous, de cette famille qu'on vient de découvrir. Étienne pesa ses mots soigneusement. Je n'attends rien de vous, Léa. Je sais que j'ai raté 25 ans de votre vie. Je ne peux pas prétendre rattraper ce temps perdu. Mais vous aimeriez essayer, plus que tout au monde. Sa voix se brisa légèrement. Vous êtes tout ce qui me reste de Sophie. Et vous êtes tellement plus que ce que j'aurais osé espérer comme fille. Léa sentit les larmes monter, depuis des heures. Elle luttait pour rester forte. Mais là, face à cet homme qui était son père et qu'elle apprenait seulement à connaître, sa carapace commençait à craquer. « J'ai tellement de colère en moi », murmura-t-elle. « Contre Mathis, contre sa famille, contre Colette Dubois, même contre maman, pour avoir gardé tous ses secrets. La colère est normale. Elle fait partie du processus. Et vous n'êtes pas en colère contre moi. » Étienne la regarda avec surprise. « Pourquoi le serais-je ? Parce que j'ai failli épouser le fils de votre pire ennemi ? Parce que j'ai mis en danger l'entreprise en sortant avec lui ? Parce que... Léa, il posa doucement sa main sur la sienne. Vous avez été manipulée par des experts ? Mathis et son père avaient préparé leur plan pendant des années. Vous n'avez rien à vous reprocher. Bordeaux, même jour, 18h Solène était rentrée en urgence à Bordeaux après les événements de l'église. Elle n'avait pas supporté de voir sa nièce dans cet état et avait préféré prendre du recul pour réfléchir. Assise dans sa cuisine, elle relisait une lettre que Sophie lui avait écrite peu avant sa mort. Une lettre qu'elle n'avait jamais montrée à Léa, car elle était trop douloureuse. « Ma chère Solène, si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là et que ma petite Léa a grandi sans moi. J'espère qu'elle est devenue la femme forte et indépendante que je devine déjà en elle. Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Pendant ma grossesse, j'ai été contactée plusieurs fois par des émissaires de Colette Dubois. Ils m'offrirent de l'argent pour disparaître définitivement, pour que l'enfant n'ait jamais aucun contact avec les Dubois. J'ai toujours refusé, bien sûr, mais je sais qu'ils n'abandonneront pas. La famille Dubois a des ennemis,
Et Léa pourrait devenir une cible si sa filiation était connue. Protège-la. Solène, apprends-lui à être forte, à se méfier des belles paroles et des promesses trop faciles. Le monde dans lequel évoluent les Dubois est dangereux. Mais si un jour Étienne la retrouve, s'il prouve qu'il la cherchait vraiment, alors donne-lui sa chance. Car malgré tout ce qui s'est passé, Étienne était un homme bon. Il ne méritait pas ce que sa mère lui a fait subir. Veille sur ma petite étoile. Sophie Solène essuya une larme et prit son téléphone. Elle devait parler à Léa, lui dire toute la vérité, même la plus douloureuse. Hôpital Saint-Louis, 20h le chirurgien sortit enfin du bloc opératoire, retirant ses gants chirurgicaux. Léa et Étienne se levèrent d'un bond. « Comment va-t-il » demanda Léa. « L'opération s'est bien passée. La balle a traversé le poumon sans toucher d'organes vitaux. Il s'en sortira, mais la convalescence sera longue. » Léa ferma les yeux, soulagée malgré elle. « Puis-je le voir ? Il est encore endormi, mais vous pouvez rester quelques minutes. » Dans la chambre de réanimation, Mathis semblait fragile et vulnérable. Relié à plusieurs machines qui bipaient régulièrement, son visage était pâle, mais sa respiration était régulière. Léa s'approcha de son lit et prit délicatement sa main. « Mathis, » murmura-t-elle, « je ne sais pas si tu m'entends, mais il faut que je te dise quelque chose. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « Je ne peux pas te pardonner ce que tu as fait. Tu as détruit ma confiance, mes rêves, ma vision de l'amour, mais tu as aussi sauvé mon père aujourd'hui. Et ça, je ne l'oublierai jamais. » Elle se pencha et déposa un léger baiser sur son front. « Guéris vite, et quand tu seras rétabli, construis-toi une vie loin de la haine de ton père. Tu le mérites. » Un mois plus tard, Léa regardait par la fenêtre du bureau d'Étienne. Leur bureau désormais, puisqu'elle avait accepté de devenir sa bras droit dans l'entreprise. La tour Eiffel se dressait au loin dans le ciel d'automne parisien. « Les contrats Henderson sont finalisés », annonça-t-elle en posant les dossiers sur le bureau. « Et j'ai reçu une lettre de Mathis ce matin. » Étienne leva les yeux de son ordinateur. « Ah, comment va-t-il ? » ?»« Mieux. Il sort de l'hôpital la semaine prochaine. Il part s'installer en Australie, un nouveau départ, loin de tout ça. Et son père, condamné à 8 ans de prison ferme, Mathis dit qu'il va suivre une thérapie en détention. » Étienne hocha la tête. Justice était rendue, même si cela ne réparerait jamais complètement les dégâts causés. « Léa. » Il hésita. « J'ai quelque chose à vous proposer. Je vous écoute. Que diriez-vous de reprendre votre nom de famille ? Officiellement, devenir Léa Dubois. » Léa sourit pour la première fois depuis des semaines. Un vrai sourire, lumineux et apaisé. « J'aimerais beaucoup, mais à une condition. » « Laquelle ? Que vous m'appeliez enfin par mon prénom. Nous sommes père et fille. » Après tout, Étienne sentit son cœur se gonfler d'émotion. « D'accord, Léa. » 6 mois plus tard, l'église Sainte-Marie avait retrouvé son calme habituel. Léa s'y rendait parfois, non par nostalgie, mais pour réfléchir. Aujourd'hui, elle n'était pas seule. Solène l'accompagnait, ainsi qu'Étienne. Ils étaient venus inaugurer une plaque en mémoire de Sophie Valin, que Léa avait fait installer près de l'hôtel. Sophie Valin, 1976-2002, mère aimante, femme courageuse, son amour éclaire encore nos vies. Elle aurait été fière de voir où tu en es aujourd'hui, murmura Solène en serrant la main de sa nièce. Elle aurait surtout été heureuse de nous voir réconciliés, répondit Léa en regardant Étienne. Car c'était bien de réconciliation qu'il s'agissait, pas seulement entre un père et sa fille, mais entre le passé et le présent, entre la douleur et l'espoir. En sortant de l'église, Léa toucha machinalement le collier en forme de cœur qu'elle portait toujours, mais cette fois, elle ne pensait plus à tout ce qu'elle avait perdu, elle pensait à tout ce qu'elle avait gagné, une famille, une vraie place dans le monde, et la certitude que l'amour, le vrai, celui qui ne ment pas et ne manipule pas, existait bel et bien. Il lui suffisait d'être patiente pour le trouver, prête pour un nouveau chapitre, demanda Étienne en lui offrant son bras. Plus que prête, répondit Léa en acceptant son geste, et ensemble, père et fille marchèrent vers l'avenir, laissant derrière eux les fantômes du passé